Je t'ai signé une décharge de droit à l'image ou je t'ai pas encore fait ça? Vrai, non, c'est vrai, faut qu'on fasse. Première question, Franck, comment ça va? Bah plutôt bien, ça se passe bien. Ça fait une dizaine de jours maintenant que je suis avec vous. Le poste est intéressant, il est multiple, beaucoup de facettes, donc beaucoup de dossiers à appréhender dans une période où l'équipe a démarré, donc faut prendre le train en marche. Donc on fait au mieux. En tout cas, j'essaye d'être le plus utile possible au club, le plus rapidement possible. Alors je sais que t'aimes pas trop parler de toi, mais pour les gens qui ne te connaîtraient pas encore, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Présenté. Franck Maignan, 50 ans, marié, père de 3 enfants, 3 grands-enfants, prof à l'université depuis 23 ans, entraîneur dans différentes structures depuis des années et actuellement depuis 6 ans au GCOB, Biorel, avec les garçons de National 3. C'était bien là, non? Ouais. Pour ceux qui n'auraient pas suivi ton arrivée, Franck, tu vas prendre la succession de Michel Véronnet. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les projets et les missions que tu vas mener? Alors j'avoue que j'ai bien évidemment appelé Michel, que je connais depuis longtemps, puisque c'est lui qui m'avait ouvert les portes de l'université il y a 23 ans. Donc voilà, j'ai un certain respect, une complicité avec Michel depuis très longtemps. On n'a pas particulièrement parlé de ses missions et voir un petit peu si les miennes allaient correspondre aux siennes. Moi je dirais que j'ai 3 grands items. C'est faire le lien entre les dirigeants et le staff pro pour s'occuper des joueurs, de tout ce qui est en dehors du parquet. Toujours dans cet item professionnel, c'est accompagner le staff pro dans la réflexion, dans la perspective de l'année prochaine, même de cette année dans les recrutements. On a bien vu là, dans cette période, c'est un petit peu compliqué avec les blessures. De débriefer bien évidemment de l'actualité du groupe par rapport au basket. Donc ça, on va dire que c'est le premier item autour de l'équipe professionnelle, qui touche directement l'équipe professionnelle. Le deuxième item, c'est faire le lien entre le centre de formation et cette équipe professionnelle. Donc c'est vrai que moi j'ai une appétence pour la formation depuis très longtemps, avec un petit passé dans ce domaine-là. Donc on s'est rapproché très vite, je me suis rapproché très vite de David Dubosc qui pilote le centre de formation et donc voir comment je peux arriver à faire ce lien entre la formation, amener peut-être un petit peu de compétences, un petit peu d'expertise dans ce domaine-là et puis surtout faire ce lien entre la formation et puis le monde professionnel pour que ce soit fluide à la fois pour les jeunes et puis qu'on puisse se projeter aussi à faire apparaître des jeunes dans la structure professionnelle du RMB parce que c'est un des objectifs bien évidemment. Et puis la troisième item, on va dire que c'est le RMB dans la métropole, où là c'est pareil, c'est un projet que Yvan m'a proposé et m'a décrit et qui me parle beaucoup. C'est comment le RMB peut s'installer dans la métropole en tant que, on va dire, locomotive pour amener les autres clubs dans une dynamique un peu plus riche. Ça ne veut pas dire qu'actuellement ils bossent pas, bien évidemment, mais faire du GCOB, le club un petit peu satellite du RMB. Donc pour ça, il faudra qu'on monte en National 2, donc on essaye depuis quelques temps, mais je croise les doigts pour que ça se passe le mieux possible sur cette saison. Et puis, en même temps que le GCOB, amener les autres clubs aussi dans cette dynamique de formation, que les jeunes de la métropole seront inévitablement attirés par le centre de formation. Ça, moi, je suis passé dans plusieurs métropoles, que ce soit Le Mans, Caen, Le Havre, et c'est toujours comme ça. Et c'est naturel et c'est plutôt sain que les clubs périphériques envoient leurs meilleurs joueurs vers la formation d'élite de la métropole. Mais il faut aussi que, de nos points de vue, on ramène quelque chose à ces clubs et qu'on soit tous ensemble pour la formation et qu'il y ait des retombées pour tout le monde. Donc ça, faut laisser un petit peu le temps aux choses, mais c'est quelque chose qui m'a vite parlé et qui m'intéresse énormément. J'ai déjà essayé de faire mon maximum à travers mes fonctions à l'université pour dynamiser un petit peu, pour aider les clubs avec des jeunes entraîneurs, avec des jeunes arbitres, des jeunes OTM. Là, peut-être qu'on peut mettre une touche sur la formation des jeunes joueurs et des jeunes joueuses. Et justement, en parlant de formation, il y a évidemment le GCOB, le club de Biorel, mais est-ce que tu voudrais faire passer un message à d'autres clubs de la métropole rouennaise ou de la région normande qui pourraient venir s'inscrire dans ce projet? Il faut. C'est pas que ce serait bien, c'est qu'il faut absolument. Moi, je conçois pas le projet basket métropole comme un club qui vampirise tout ou un deuxième club qui vient se coller et puis on oublie les autres. Lorsqu'on regarde le parcours, même des jeunes joueurs de Biorel que j'ai, quand on regarde actuellement, ils sont sur Biorel, mais ils ont eu une vie dans d'autres clubs de la métropole et c'est bien normal. Et à un moment donné, il faut que tout le monde soit gagnant en fait. Il
faut que effectivement le RMB soit la locomotive, qui est peut-être un wagon aujourd'hui qui se détache un petit peu Biorel, parce que c'est vrai que sur la métropole actuellement, même s'il y a d'autres clubs de National 3, Césaire, Montville, qui sont dans cette dynamique, on est un petit peu en avance, on va dire. On va avoir un lien assez facile maintenant, mais il faut que les autres clubs travaillent pour qu'on installe le RMB au plus haut niveau possible avec des Rouennais, un club satellite en National 2 le plus vite possible aussi, et 2, 3, 4 clubs de National 3 pour avoir une vraie dynamique qu'on retrouve, moi je viens des Pays de Loire, qu'on retrouve dans les Pays de Loire, qu'on retrouve dans le nord de la France, dans la région lyonnaise. Donc il n'y a aucune raison, on a bien vu qu'on avait des jeunes performants à très haut niveau, que ce soit Yann bien évidemment, mais derrière on a eu Théo, et puis on a des jeunes Rouennais qui performent aussi. Donc il y a du talent sur Rouen, si on s'y met tous, tout le monde sera gagnant de toute façon, et il est hors de question de laisser quelqu'un sur le côté. Pour revenir sur des questions un peu plus légères, est-ce que tu pourrais me donner 4 qualités, s'il te plaît, Franck? Oh, non, ça c'est pas facile. Non, ce que j'espère être, je sais pas si c'est vrai, j'espère être quelqu'un qui est bienveillant avec les plus jeunes, dans le cadre de mon métier et puis dans le cadre de tous les jours. Compétent, j'espère, en tout cas passionné, voilà, ça fait 3. Un 4e, je sais pas, de bonne humeur. T'as bien évidemment plus de qualités que de défauts, alors je vais te demander seulement 3 défauts. 3 défauts, déjà 3 c'est plus facile que 4. Têtu, je sais pas si ça peut être une qualité comme un défaut, mais têtu, ouais. Un petit peu rancunier, ça on me le reproche un petit peu, ma femme me le reproche de temps en temps. Alors moi je le transforme en qualité en disant que j'ai beaucoup de mémoire, mais des fois la mémoire est pas très bonne. En tout cas, elle n'est pas bien orientée, donc un petit peu rancunier, faut le dire. Et puis gourmand. Ouais, ça peut être une qualité aussi, mais bon voilà, avec l'âge, ça devient un défaut. Dernière question, Franck, promis, après on arrête de parler de toi. Est-ce que tu pourrais nous dire quelque chose que les gens ne savent pas forcément sur toi? Oh, il faut pas qu'ils le sachent alors. Bon avis. Franck, on va évoquer maintenant les espoirs. Ils sont actuellement 4e du championnat. C'est une équipe assez différente chaque week-end. Qu'est-ce que toi tu penses de ce début de saison des hommes de Clément Véronnet? Il n'est pas révélateur de leur niveau, le classement n'est pas révélateur, puisque ce qui s'est passé avec l'équipe professionnelle a impacté immédiatement les espoirs. Et moi j'ai toujours connu ça, j'ai fait 12 ans sur le Havre, plus un secret, et on a toujours connu ça, c'est-à-dire que dès qu'il y a des blessés en équipe professionnelle, les jeunes viennent s'entraîner tout le temps avec l'équipe professionnelle et plus avec les espoirs, et voire même ça a une incidence sur les matchs, comme ça a été le cas cette année pour nos espoirs. Donc le classement actuel n'est pas révélateur. Effectivement, quand les jeunes sont tous alignés ensemble, Clément se fait plaisir et les jeunes se font plaisir et on sent de la cohérence, on sent de la qualité, etc. Après, quand les jeunes sont pas là, quand ces jeunes-là sont pas là, ce sont d'autres jeunes qui sont sollicités et pour l'instant peut-être qu'ils sont moins prêts et que les résultats sont moins bons. Après, il n'y a pas d'urgence dans la formation. Il faut vraiment voir la formation comme quelque chose de moyen et long terme. Tous ceux qui pensent la formation comme du court terme et dans de l'urgence font fausse route. Il y a une histoire, un début de saison un peu raté en termes de performance, mais il ne faut pas que ça entache le travail quotidien. Et ça, je sais que notre staff, il est carré par rapport à ça et il se projette sur le moyen et long terme. Le court terme, oui, 4e, c'est pas leur niveau. On aurait préféré plus pour être dans la poule forte et avoir des matchs encore plus pertinents à venir. Donc c'est peut-être le petit regret, c'est qu'on va pas être dans cette poule forte et on va pas pouvoir faire avancer les jeunes sur des matchs encore plus compétitifs. Mais voilà, la formation, c'est du moyen et long terme, donc il y a rien de dramatique. Alors on va rappeler le format de ce championnat espoir. Il y a d'abord une poule régionale, puis une poule de niveau et enfin ce sera des playoffs avec les 16 dernières équipes restantes qui se joueront sur un match sec. Et le vainqueur de ces playoffs ira jouer le trophée du futur. Et justement, Franck, est-ce que ce trophée du futur est un objectif pour le RMB ? Dans la formation, moi j'ai toujours raisonné comme ça et je sais qu'ici on est calé aussi là-dessus, il y a ce moyen et long terme. Et puis effectivement, on ne joue pas un match pour le perdre, ça c'est hors de question. Donc quelle que soit l'équipe qu'on aligne, on essaye de faire la meilleure performance possible. Donc si on n'a pas la chance d'être dans cette poule forte, comme tu dis, eh bien on fera le maximum dans la deuxième phase. Et l'intérêt c'est effectivement qu'on peut raccrocher à un moment donné une phase où on va montrer qu'il y a eu peut-être un démarrage difficile mais qu'on aurait dû être là et qu'on est toujours là. Et donc effectivement si on se projette sur du court terme quand même, parce que la saison c'est le court terme en formation, oui il faut performer. De toute façon il faudra performer si les conditions sont réunies. Après le trophée du futur ce serait top. Dernière question Franck sur le championnat espoir. Quel joueur toi tu vois se démarquer dans ce collectif de Clément Véronnet et qu'est-ce qui te plaît chez eux ?
Je donnerai pas de nom parce que ça fait 10 jours que je suis là. Ce qui me plaît chez eux, ce qui me plaît chez certains que j'ai pu vraiment apercevoir, parce que quand tu vois quelqu'un une fois, il peut t'éblouir comme te décevoir, et c'est pas forcément lui en fait, c'est lui à ce moment-là. Par contre, ce qui me plaît sur ceux que j'ai pu voir de façon récurrente, c'est l'investissement, l'énergie et la défense. Tous les joueurs que j'ai eu la chance d'accompagner et qui ont passé des caps intéressants, il y en a quelques-uns, ils ont toujours eu ça, l'éthique de travail, l'énergie H24 et défense. Un jeune joueur qui veut rentrer dans le monde professionnel, s'il n'a pas ça, il peut rester chez lui, c'est fini, quel que soit le talent. Ou alors, et encore qu'ils avaient l'énergie, etc., mais il faut s'appeler Tony Parker, Evan Fournier et compagnie, et ils étaient peut-être plus attaquants que défenseurs, mais il fallait un équilibre, et en termes d'énergie et d'investissement quotidien, de toute façon, il y avait pas de discussion. Donc, en tout cas, quand t'es pas exceptionnel, quand t'es pas une étoile comme ça, il faut avoir de l'énergie, avoir du travail tous les jours et défendre comme un mort de faim. C'est ça qui te fait rentrer sur le terrain chez les pros, et c'est ça qui te fait pas sortir très vite du terrain chez les pros, en fait. On va maintenant évoquer le groupe professionnel. C'est un début de saison un peu compliqué, notamment à cause des blessures, on y reviendra. Comment toi tu ressens déjà ce début de saison du RMB ? Le club a communiqué sur les raisons systématiquement des défaites, mais je pense que les gens ne se rendent pas compte de ce qui s'est réellement passé dans une structure de groupe et d'équipe. Quand vous formatez un groupe et une équipe avec, on va dire, 8 cadres, plus un jeune joueur en développement, Brice, qui est dans sa première année professionnelle de ce niveau-là, plus des jeunes joueurs, et que vous vous retrouvez sur la ligne de départ du championnat avec déjà 3 de vos cadres out, où vous faites appel à un pigiste qui vient d'arriver, c'était Lucas, qu'à la fin du premier match, vous perdez un joueur que vous avez mis du temps à récupérer, que vous le perdez parce qu'il a le genou qui triple de volume, et que vous êtes obligé de le remplacer la semaine suivante, et qu'à la fin du deuxième match vous reperdez à nouveau un cadre, vous faites appel à nouveau à un pigiste qui arrive la semaine suivante, ça veut dire que là en 3 semaines, votre équipe de 8 cadres plus Brice et les jeunes devient 3 cadres plus Brice et les jeunes, et 3 nouveaux joueurs. Là où les équipes ont eu 6, 7, 8 semaines de préparation à peaufiner leur stratégie, à peaufiner leur effectif, à monter en charge, Alex et Mathieu se sont retrouvés avec une nouvelle équipe en 3 semaines, et où il y a 6 cadres, Brice qui dans sa première année, qui est un jeune joueur quand même, et puis 4 joueurs du centre de formation, et sans leur faire injure, parce que heureusement qu'ils sont là et ils ont donné de l'énergie de folie, et ça nous a fait du bien. Ils n'étaient pas prêts, c'était pas programmé pour ce moment-là en fait. Quand à 17 ans, à 16 ans, le Kiki Jan rentre sur le terrain, c'est pas son moment normalement. On doit être patient avec lui. Même chose pour petit Lucas, même chose pour Mathéo. Mais ils sont rentrés avec toute leur fougue, toute leur non-préparation à ce haut niveau, parce que c'est pas parce qu'ils sont à l'entraînement qu'ils sont prêts, mais c'était indispensable, parce que vous pouvez pas faire une performance avec 7 pros, incluant Brice, qui lui non plus n'était pas encore prêt. Donc là, vous êtes dans une situation où c'est catastrophique en fait. Et en plus, vous jouez des équipes, quand on regarde le classement, au bout de 5 journées, vous jouez les équipes qui ont bien performé dans ce début de saison. Donc qui étaient prêtes, elles avaient eu toute l'histoire avant pour se préparer, pour être prêtes, pour se peaufiner les petites stratégies, etc. Et donc, sur ces 5 matchs-là, vous survivez quelques minutes. Et il y avait des bons passages déjà, c'est ce qu'on se disait avec Alex, il y a des choses intéressantes. Alors oui, les additions ont été lourdes à la fin, mais il y avait des choses intéressantes sur 15, 20, 25 minutes. Mais forcément, avec cet effectif-là, vous pouvez pas tenir la distance. Mais par contre, moi j'ai vu le match en rentrant de l'entraînement de Biorel, j'ai vu le match dans son intégralité à Nantes. Franchement, il y avait de l'espoir en fait. Alors oui, moins 28, c'est lourd dans les têtes, c'est lourd sur le compteur, etc. Mais il y avait de l'espoir parce que l'énergie, la défense, la petite alchimie entre ces joueurs qui se découvraient en fait, était en train de se créer. Donc l'histoire nous dit que la semaine d'après on a performé et quelques jours après on a gagné chez nous, mais il y avait des choses qui se mettaient en place. Et en fait cette équipe elle est toute neuve. Mais en tout cas ce début de saison, je pense que j'espère que les gens ont mesuré que l'équipe elle a rien lâché, qu'elle a continué à bosser, mais qu'on est reparti quasiment sur une page blanche dès le début de saison. Dès le début du championnat, il y avait une page blanche, là où les autres avaient 6, 7, 8 semaines de travail ensemble. Et donc là, forcément, on n'était pas à égalité et on était obligé de solliciter des jeunes joueurs qui n'étaient pas prêts. Alors qui ont pris des expériences, ça les a boostés de fou. Ils vont avoir leur moment plus tard. Là, il faut qu'ils continuent à nous aider parce que sinon, on ne peut pas y arriver. Donc il y a plein de choses positives. C'est ce que j'ai dit dans le salon VIP à un moment donné. Il y a plein de choses positives malgré les défaites. De l'extérieur, on pourrait croire que le club est en crise au vu des résultats. Pourtant, l'ambiance reste bonne, Franck. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur le climat du club en ce moment, justement ?
Et en fait, c'est normal, ça fait partie de l'histoire dont on vient de parler. Quand tu as ton équipe imaginée sur le papier pendant l'été, qui est en place, que tu as depuis le départ, et que tu démarres avec l'équipe type prévue, sans blessure, sans rien, et la mayonnaise n'a pas pris au niveau humain, et puis la mayonnaise ne prend pas au niveau basket. Là, effectivement, tu rentres dans une période de doute, de crise, un petit peu, parce que le plan ne marche pas comme prévu. Donc là, le club, pas le nôtre, mais ce club-là peut être en crise, effectivement, peut être en proie au doute, et nous, on n'a pas l'équipe prévue. On a des joueurs qui viennent d'arriver et qui sont top, qui s'investissent énormément. Les joueurs qui sont encore valides s'investissent énormément. On essaye de faire prendre sa mayonnaise entre des mecs qui bossent beaucoup. Donc, pourquoi on serait en crise en fait? On a eu 4 accidents de travail. C'est même pas des blessures où tu te dis c'est des blessures musculaires à répétition, il y a quelque chose qui va pas dans la planification des entraînements, il y a des surcharges, etc. Non, il y a eu une blessure musculaire, CPE, mais une blessure sur tout le début de préparation. C'est malheureusement, et ça tombe sur PE, notre capitaine, mais c'est la faute à pas de chance à un moment donné. Par contre, les autres joueurs, ce sont des accidents. C'est-à-dire que les joueurs se font faucher, les chevilles partent en vrac. Ça, personne ne peut prévoir ça. Donc il n'y a aucune raison d'être en crise, si ce n'est qu'effectivement, 0-1, 0-2, 0-5, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup pour nos supporters, ça fait beaucoup pour nos partenaires, pour nous aussi, ça fait beaucoup parce que on n'aime pas être dernier du classement. Personne ne travaille dans un club professionnel pour être dernier du classement. Mais en même temps, on se dit, il y a des choses intéressantes pendant ce contenu. Pierre-Etienne Drouot fait son retour face à Quimper ce week-end, mais il reste encore 3 joueurs à l'infirmerie. Philippe Adamovic, Benoît Ndiaye et Isaiah Filmon. Franck, est-ce que tu pourrais nous donner quelques nouvelles de ces 3 joueurs? Philippe et Benoît ont presque la même blessure. Et c'est la blessure la plus fourbe concernant les chevilles. C'est une entorse de cheville. Alors tout le monde a une entorse de cheville quand on fait du basket, on en a tous. Mais quand c'est la cheville autour de la malléole, on serre les dents, on se soigne, 15 jours, 3 semaines, un bon strap et ça le fait. Là, il se trouve que c'est l'entorse au-dessus de la malléole, au niveau tibial et fibula. Et c'est la plus fourbe, c'est la plus douloureuse. Le strap suffit pas. Si vous jouez avec ça, vous prenez des coups de jus dans la jambe et vous pouvez pas jouer. Les garçons sont sérieux, bien évidemment, ils sont super bien suivis, mais la visibilité est très compliquée sur ce type de blessure. Donc moi, je préfère pas m'avancer. Ça avance plutôt bien pour Benoît, avec des jours un petit peu moins bien, parce que c'est comme ça, la rééducation. Pour Philippe, ça va être un peu plus long, parce que c'est un peu plus sérieux. Donc voilà, on espère le plus vite possible, mais sur une blessure complexe, malgré tout. Et puis Isaiah, c'est encore pire, parce que lui, il s'est fait... La cheville a été très, très endommagée sur cet accident, puisque ça reste un accident. Quelqu'un qui lui court après, qui lui prend la cheville, il retombe sur sa cheville, sur la pointe de pied, la cheville part dans tous les sens, et là, il y a tout qui explose. Donc, il était mobilisé, on va rentrer dans les soins. C'est pareil, un garçon sérieux, il va être bien suivi. On a une fenêtre a priori sur Noël. On va croiser les doigts pour qu'il n'y ait pas de complications, mais aujourd'hui, c'est trop tôt pour dire on est en avance, on est en retard, etc. Mais là, on a eu, pareil, un gros coup dur parce qu'on n'est pas sur la petite entorse du dimanche. Et j'ai rien contre le dimanche, mais voilà, c'est du très sérieux. Là. Pour terminer, Franck, on va en profiter que les caméras soient allumées. Est-ce que tu aurais un mot à faire passer à nos supporters? Ils nous ont pas lâchés. Alors, ils ont été comme nous, très déçus par moments, mais ils nous ont pas lâchés. Ils peuvent venir plus nombreux, la salle peut contenir encore plus de monde. Alors, je sais que quand on voit les résultats, on se dit non, je vais pas y aller maintenant, ils sont pas dans une bonne dynamique, etc. Ils font pas rêver. Pourtant, on a des joueurs qui envoient, qui donnent beaucoup, etc. On peut peut-être faire mieux, c'est sûr, mais on peut pas nous reprocher ça. Donc non, il faut continuer à nous encourager et puis les jours vont être meilleurs.